Donc Laurent, la question, depuis que je te connais quasiment, et j'en reparlais l'autre jour avec ta fille Amélie, tu n'as jamais cessé de- d'assurer que la révolution ne saurait tarder, et qu'il y aurait même une troisième guerre mondiale, mais ça fait 20 ans que tu dis ça, alors pourquoi aujourd'hui tu viens nous en reparler? Bah, ma hantise de la Troisième Guerre mondiale me paraît très obsolète et puis relevée de la paranoïa, parce que j'ai une grande tendance à la paranoïa, mais l'idée que ce système dans lequel nous vivons, et nous avons fait notre carrière aussi de prof par exemple, etc., puisse durer éternellement avec tout le mal qu'il fait aux gens, à la nature, à l'équilibre des choses, quoi, m'a toujours paru impossible. Et comme beaucoup de gens, on a le sentiment que tôt ou tard, ça ne peut pas durer éternellement, ça va aller dans le mur, quoi. Et donc la question que j'aimerais poser, c'est, en particulier avec tout ce qui se passe cette année 2011 et puis tout ce qui s'est passé depuis septembre 2008, le début de la crise économique, c'est est-ce qu'une révolution mondiale est en cours, oui ou non? Parce qu'évidemment, la plupart des politiciens se gardent bien de poser les questions comme ça pour la raison qu'ils ont une échéance électorale de quelques mois, quelques années, et qu'ils espèrent proposer des réformes. Mais justement, une révolution est le contraire d'une réforme. C'est un changement du système tout entier, non pas simplement une amélioration interne d'un système. C'est repartir sur d'autres bases. Bon. Et alors, en d'autres temps, dans notre jeunesse à nous, où les gens étaient marxistes, où il y avait encore tout un discours révolutionnaire, tout ça, on aurait posé la question comme ça, sommes-nous dans une période pré-révolutionnaire? C'est-à-dire, est-ce que les crises actuelles, multiples, sont les prodromes d'une révolution inéluctable qui se prépare et qui va arriver tôt ou tard, quoi. Donc c'est ça un peu la question que je voudrais euh, qu'on se pose. Et évidemment, il faut essayer de dire le moins de bêtises possible parce que c'est complexe, puis on n'est pas compétent dans tous les domaines, bien sûr, et d'autre part, il ne faut pas non plus mettre d'huile sur le feu parce que la situation est suffisamment déjà explosive, quoi. Alors moi, ce qui me frappe, comme beaucoup de gens, c'est en particulier cette année 2011, et même chez René Boineau qu'on a vu hier et qui en a fait le sujet de son dernier vitrail de carton par exemple, c'est la concomitance de phénomènes qui en apparence n'ont qu'un rapport, mais qui en fait semblent, par intuition, on a l'impression qu'ils ressortissent, qu'ils dépendent d'un phénomène plus général. Alors je dirais, pour en citer que trois, je dirais par exemple évidemment la poursuite de la crise financière mondiale, Dieu sait si on en parle. Ensuite, ce que les journaux et les médias appellent le printemps arabe, c'est-à-dire ces révolutions, semble-t-il, en direction de la démocratie, qui vont quand même du Maroc jusqu'à la Syrie, c'est-à-dire une des dictatures les plus terribles du Moyen-Orient, donc le Maghreb et une partie du Machrek. Et puis, troisième type de phénomène, ces affaires de mœurs invraisemblables qu'on étale à la une des journaux pendant des mois, qui deviennent instantanément l'information principale dans la quasi-totalité des pays du monde, et qui littéralement polluent l'espace mental de tout le monde. Et donc, la crise financière, le printemps arabe, les affaires de mœurs des grands de ce monde, si on peut dire, ce sont des choses qui apparemment n'ont aucun rapport, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de faire une espèce de lien entre tout ça. Et c'est ça un peu que j'aimerais interroger, le lien qu'il peut y avoir entre ces choses. Et encore, je ne parle pas du succès en lui-même symptomatique et incroyable du petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, et donc du mouvement dit des indignés, qui a quand même une certaine réalité politique en Espagne, par exemple, qui a été étouffé dans l'œuf à la Bastille, à Paris, et puis qui quand même n'est pas complètement étranger aux émeutes londoniennes ou anglaises, ou à certains mouvements qui se passent ici, chez nous, dans les pays leaders, les pays du monde. Le succès étrange de cette toute petite plaquette de Stéphane Hessel, qui, à part son titre, qui est formidable, n'a pas un formidable contenu, mais en revanche, ce petit texte de Stéphane Hessel, à mon avis, envoie aux gens une sorte de message symbolique subliminal incroyable, qui est qu'on n'est pas obligé d'être éternellement des collabos, et qu'on n'est pas obligé de supporter indéfiniment l'insupportable. Là, quand tu parles du le printemps arabe, tu peux en parler davantage Ben, ce qui me semble, c'est que d'abord, ça a été beaucoup dit, c'est que chaque révolution particulière, soit la Tunisie, l'Égypte, la Syrie en ce moment, etc., les réformes constitutionnelles au Maroc, des choses comme ça, évidemment, selon le contexte de chaque pays, c'est pas du tout le même problème. Il y a des endroits qui sont de véritables dictatures, le Maroc, c'est une monarchie plus ou moins constitutionnelle, etc. Donc il y a évidemment des nuances énormes. La Tunisie était très ouverte au tourisme, était un pays apparemment plus moderne et tout ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que
ce ne sont pas des révolutions complètes, ce sont des morceaux de révolution, je serais tenté de dire. C'est-à-dire des révolutions en partie assistées qui semblent être très clairement dépendantes, alors c'est le cas très très nettement de la Libye, le plus de tous, très dépendantes au fond de ce qui se passe dans le reste du monde, et en particulier dans les pays dirigeants. Donc à elle seule, on a l'impression que c'est plutôt une sorte de tentative de rattrapage démocratique de pays qui sont restés coincés dans des dictatures finalement assez archaïques, comme s'il y avait une force générale dans le monde qui ne pouvait plus tolérer ce type de dictature parce que c'était obsolète par rapport à la marche mondialisée des choses. En somme, ce rattrapage démocratique qui est tenté dans ces pays-là et qui semble réjouir énormément l'Occident serait plutôt le symptôme que le néolibéralisme généralisé du monde actuel s'accommode mal des dictatures parce qu'elles ne correspondent pas à la nécessité qu'il y a de circulation des choses, des idées, des biens, etc. dans ce capitalisme sans frontières et sans régulation, quoi. Et de ce point de vue-là, si c'est vrai, si ces révolutions sont une sorte de rattrapage démocratique des pays qui étaient le plus éloignés de ça, d'abord il y a quantité de pays qui n'ont pas encore fait ce rattrapage, on pourrait parler de l'Algérie et de la Chine par exemple, où il y a certainement des problèmes internes énormes, et ça semblerait donner raison à la grande théorie de Hegel, qui a été reprise en 92, enfin et même avant, par Francis Fukuyama, cet universitaire américain, que ce serait la fin de l'histoire, puisque c'est le concept, moi, qui m'a paru tout le temps idiot, de fin de l'histoire, au moment au contraire, le monde bouge comme il n'a jamais bougé, c'est-à-dire au moment au contraire, ce qui semblait immobile entre en pleine mutation. Ce concept de fin de l'histoire, j'ai lu qu'en réalité, c'est parce que Hegel, quand il a vu le succès de Napoléon en 1806 à Iéna, a été convaincu que ce Français qui apportait l'idéal de la Révolution française, c'est-à-dire de la démocratie, même si ce n'était pas lui-même un président de la République, rendait inéluctable le triomphe des idées démocratiques, autrement dit d'une forme moderne de gouvernance dans le monde entier. Ce qu'ils appelaient la fin de l'histoire, c'était cette idée que la démocratie allait triompher dans le monde entier. Or, ça me paraît très très naïf pour deux raisons, parce que d'abord, elle n'a jamais triomphé dans le monde entier pour l'instant, et que il y a des poches de résistance terribles, et puis surtout, parce que même, on le voit bien dans nos démocraties à nous, extrêmement, fragiles par certains côtés, surtout embourgeoisées, quoi, le vrai travail démocratique, il est à refaire tous les jours, je veux dire, c'est jamais gagné, il y a toujours une lutte contre la tendance, la reprise par des forces, justement, dictatoriales ou de pouvoir, des choses contre les gens et la volonté des gens, et on voit bien que c'est un combat à faire sans cesse. Donc cette idée de la fin de l'histoire, ça voudrait dire simplement que le monde, effectivement, est en train de chercher, la mondialisation actuelle est en train de chercher une espèce de forme de pseudo-démocratie générale, parce qu'elle correspond aux nécessités du commerce. Mais ça ne me paraît pas, être, comment dire, la réalisation d'un idéal définitif. Et d'ailleurs, quand on voit que ces pays qui se révoltent contre leur dictature locale sont en train apparemment de l'emporter, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais est-ce que chez nous, les pays leaders, il n'y a pas une autre forme de dictature beaucoup plus subtile qui s'est mise en place et dont nous serions d'ailleurs nous-mêmes les complices, comme disait l'ami de Montaigne, la Boétie, dans un système de servitude volontaire. C'est-à-dire que nous aussi, il n'y a pas des tas de raisons de dire, comme les Égyptiens l'ont dit au début de l'année, kifaya, ça suffit, parce qu'énormément de gens en ont évidemment complètement marre et trouvent ce système absolument néfaste pour eux, pour tout le monde. Actuellement, même les riches s'aperçoivent que ce système ne marche pas, puisqu'ils réclament à corps et à cri qu'on les impose davantage, de peur que l'ensemble s'effondre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dictature mondiale d'autre chose qui elle-même commence à vaciller et être en grand danger? Et ça nous renvoie à cette question, est-ce qu'il n'y a pas une révolution plus profonde qui est en train de s'infiltrer, de se présenter aussi dans les pays riches ou dans les pays qui étaient riches et dont on dit justement maintenant qu'ils sont tellement endettés? Tu parles de la crise financière, par exemple, oui, alors la crise financière, on nous a fait croire en septembre 2008, donc quand il y a eu cette crise très brutale, la faillite de la Lehman Brothers, tout ça, on nous a fait croire que c'était pas le crash de 29, que c'était pas possible, que le monde avait pris trop de précautions pour, mettre des freins, des garde-fous, etc., et que ça ne pouvait pas se reproduire une deuxième fois. Ça, c'était un des premiers discours qu'on a entendu, mais d'autres économistes étaient beaucoup plus pessimistes, en particulier Joseph Stiglitz,
qui lui a écrit carrément fin 2008 un livre que j'ai lu, qui en anglais s'appelle Free Fall, chute libre, mais qu'en français on a traduit par le triomphe de la cupidité ou de l'avidité, je ne sais plus. Et Stiglitz, lui, disait clairement que c'était bien l'ensemble du système tel qu'il est conçu, du système financier, du système économique, qui était au bord de la faillite. Et moi, j'étais convaincu, à partir de cette date, je ne connaissais pas grand-chose à l'économie, et comme beaucoup de gens, sous la pression de l'urgence, je me suis mis à lire des choses. Énormément de gens font un rattrapage de leur culture et des manques de leur culture à cause des événements. Par exemple, quand on entend parler de la Libye, d'un seul coup, on se dit tiens, je ne connais pas bien la géographie et l'ethnologie et la politique de la Libye, donc on se met à lire des choses là-dessus. Et ben, je me suis mis à lire pas mal de choses sur l'économie, mais j'étais convaincu par intuition depuis le début qu'en fait, c'était bien un crash général, qu'on essayait plus ou moins de nous cacher pour se rassurer et pour mentir, mais que ce qui était assez logique, à l'échelle de la mondialisation actuelle, c'était comme un effondrement au ralenti. À la limite, je dirais qu'en 29, les choses se sont effondrées, je ne sais pas quoi, en 6 ou 9 mois, qu'aujourd'hui, c'est peut-être une chose mondiale qui se produit en 5 ou 10 ans, comme un immeuble qui s'effondrerait tout doucement et de plus en plus, mais c'est vraiment une crise basique. Alors on s'aperçoit, depuis là, la crise de la dette européenne, tout ce qui se passe en ce moment, que effectivement, les économistes sont beaucoup plus pessimistes qu'il y a 3 ans. D'abord, les États qui, il y a 3 ans, ont renfloué les banques, les grosses banques qui mangeaient les petites, maintenant, ils n'ont plus de sous dans les caisses, donc ils ne peuvent pas le faire une deuxième fois. On nous avait dit que les très grosses banques ne pouvaient pas faire faillite, too big to fail, comme on dit aux États-Unis, parce que si elles faisaient faillite, ça entraînerait la faillite des États, donc c'est impossible. Mais maintenant, on lit à la une des journaux, l'État peut-il faire faillite, et ainsi de suite. Donc on voit très bien que ce qui était dit impossible il y a 3 ans se révèle au fond tout à fait possible, et même si on n'arrive pas à imaginer les conséquences. Puis moi, je ne suis pas économiste, je n'imagine pas ce que ce serait que la faillite des États ou la faillite des grandes banques, mais en tout cas, il est certain qu'il n'est pas vrai que le système ne peut pas s'effondrer. Alors, maintenant, beaucoup d'économistes disent il faudrait prendre telle ou telle mesure, ça, on peut en parler, on peut en évoquer quelques-unes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une crise systémique, c'est-à-dire c'est une crise du système lui-même. C'est donc une crise majeure. Et c'est quand même curieux de voir même des gens comme Jean d'Ormesson dans le Figaro la semaine dernière, par exemple, qui en arrivent à douter du capitalisme, à se demander si Karl Marx n'avait pas eu raison finalement de dire que ce système était voué à la mort tôt ou tard. Parce que c'est quand même effarant de voir que même des très grandes fortunes de la planète comme Bill Gates ou Warren Buffett ou des gens comme ça, ou même Monsieur de Margerie qui dirige Total, etc., demandent à être imposés davantage ou demandent à faire un club des investisseurs qui vont léguer leur fortune à des œuvres caritatives. C'est effarant, on n'a jamais vu ça, quoi. Et tout ça fait quand même beaucoup penser à la fin d'un monde. Alors on pourrait faire quelques remarques sur ce que j'ai compris du problème économique, quoi. Je dirais que d'abord on s'aperçoit que le mal, c'est évidemment pas le capitalisme en soi. Moi je me suis toujours beaucoup méfié de ce mot, simplement c'est un mot très usé, donc ça devient un slogan. Mais en revanche, depuis 20 ans, à peu près 30 ans, il y a un hyper-capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme passé vraiment à la vitesse supérieure. On lit de temps en temps que la masse de l'argent spéculatif qui tourne à la nanoseconde autour de la planète, c'est X fois le PIB mondial, par exemple. C'est-à-dire que l'argent de la spéculation pure l'emporte sur l'argent produit réellement par l'économie du travail et des gens qui investissent dans des produits réels. Donc ça, c'est quand même tout à fait anormal. De même, la hiérarchie des salaires est devenue complètement folle. J'entendais il n'y a pas tellement longtemps à la télévision un économiste dire qu'il y a 30 ans, parce que c'est à peu près sur cette période de 30 ans que ces choses-là se sont jouées, donc depuis le début des années 80, il y a 30 ans, l'écart de salaire entre l'employé d'une entreprise et le patron, par exemple, pouvait être de 1 jusqu'à 30 ou 50, ce qui est déjà pas mal. Parce que si le type de base gagne 900 000 euros, si l'autre gagne 50 000, c'est quand même un bon salaire. Mais aujourd'hui, c'est de 1 à 200 ou 500. Et si on prend les traders ou ces grands PDG de firmes internationales qui ont des parachutes dorés extraordinaires, ce serait de 1 à 15 000 ou à 17 000. Donc on comprend très bien que si c'est vrai cet écart, il est littéralement tératologique. On s'étonne même que le système puisse continuer à supporter un écart, un déséquilibre pareil en trouvant des solutions pour se maintenir en place. C'est invraisemblable. Parce que là, c'est vraiment une question de degré. C'est comme l'histoire d'un poison. Un produit toxique à petite dose, la datura par exemple, peut être une drogue, mais à une plus grande dose, elle vous tue. De la même façon, la finance, maintenue dans certaines limites, j'imagine que c'est nécessaire, etc. C'est pas mon domaine, mais arriver à un tel degré,
un écart tellement monstrueux, forcément, ça ne peut qu'aller à s'effondrer. Beaucoup de politiciens, je constate par exemple Chevènement qui vient de publier un livre, enfin au début de l'année, là sur, qui se demande si la France est finie, etc. Il retrouve le vieux mot des Grecs, des gens comme culture de l'Antiquité, l'hubris, l'orgueil. Et or, hubris veut dire la démesure, et on est en plein dans la démesure financière, ça c'est évident. C'est sûr que ce qui a rendu possible ce triomphe de la finance excessive, on ne le dit pas assez, mais on le dit bien sûr, et nous on est bien placés pour le savoir sur Mycélium, c'est en fait l'usage des nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies ont permis la circulation des capitaux à la nanoseconde, et un jeu sur les places de marché de toute la planète qui dure toute la journée, toute la nuit, en passant d'une place à l'autre. Et ça, c'est vraiment les nouvelles technologies qui ont rendu possible cette circulation et d'arriver dans une économie en partie virtuelle, puisque une des folies du monde actuel, c'est qu'on arrive à vendre ce qu'on appelle, je crois, les ventes à découvert, mais quand on n'est pas économiste, on est effaré de savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'on arrive à faire la spéculation sur de l'argent qu'on n'a pas encore emprunté à quelqu'un et à gagner déjà de l'argent sur l'argent qu'on n'a pas encore. Donc on se dit qu'on est dans la folie et que le simple bon sens d'autrefois de dire qu'on dépense que l'argent qu'on a et que si possible on met un peu d'argent de côté pour la période où ce sera un peu plus difficile, c'est quand même une notion de base qu'on devrait rétablir dans l'économie mondiale. Sans parler de l'invention de ces mathématiques très sophistiquées auxquelles on ne comprend rien, de ces techniciens de la mathématique financière qui certainement inventent des produits d'une sophistication inutile pour noyer le poisson de tout ça, un peu comme dans d'autres domaines de la vie intellectuelle, on invente des discours incompréhensibles dans l'art contemporain, dans les sciences humaines, etc., alors qu'il faudrait revenir à un bon sens basique fondé sur une vraie analyse des choses. On s'aperçoit aussi que pour faire circuler les capitaux comme ça, et maintenant je le comprends clairement, alors je suis un peu en retard évidemment, parce que ce n'était pas mon centre d'intérêt principal, il a fallu déréguler, supprimer toutes les régulations qui d'un pays à l'autre ou d'un secteur économique à l'autre empêchaient justement la circulation libre, etc. Et là, à ma stupéfaction, dans le livre de Chevènement, je lis que, au fond, ce que Reagan, tellement honni par la gauche française, ou Thatcher ont fait au début des années 80, c'est quand même sous Mitterrand à partir de mars 83, avec Jacques Delors, le père de Martine Aubry, et Bérégovoy, qu'on a dérégulé, on a cru bien faire de déréguler complètement le système financier pour rattraper au fond les autres pays qui semblaient plus modernes, parce que justement ils s'étaient débarrassés de toutes ces contraintes, et on a abouti à ce monde actuel, en réalité faussement libre et invivable, que le sociologue anglais Zygmunt Bauman, que j'ai découvert récemment, qui n'est pas si connu ni en Angleterre ni ici, alors qu'il a écrit des formidables livres, appelle les temps liquides, liquid times. Les temps liquides, c'est ces temps de l'hypercapitalisme dérégulé, où finalement on a supprimé toute espèce de stabilité dans tout, et où, sous prétexte de permettre justement la liberté absolue de la finance, on a déraciné tous les repères, etc. L'exemple le plus banal étant, par exemple, pour n'importe qui prend le train en France, par exemple, l'instabilité totale des prix des billets, qui n'est plus indexé sur la distance, mais sur tout un tas de paramètres invraisemblables. Moi, il m'arrive avec ma carte senior, par exemple, de payer plus cher avec ma réduction que quelqu'un qui n'en a pas, parce que ça ne correspond pas au même module de publicité sur les tarifs. Donc ce monde des temps liquides, c'est ce que Zygmunt Bauman appelle aussi la mondialisation négative. Et je trouve que c'est très intéressant de distinguer une mondialisation positive et une mondialisation négative, parce qu'on attaque toujours la mondialisation, mais d'abord, la mondialisation a toujours existé à une échelle plus ou moins forte. L'homme a toujours tendu à circuler sur toute la planète à la vitesse de la technologie de son temps, mais il y a effectivement un aspect positif de la mondialisation. Par exemple, nous, on ne va pas se plaindre que grâce à Internet, on est capable d'avoir de l'information qui vient de partout et de diffuser nos idées ou nos travaux à une assez grande échelle qui dépasse les frontières. Mais il y a une mondialisation effectivement tout à fait négative, qui est cette dérégulation générale, qui est comme l'entropie, c'est-à-dire le retour à l'inorganisé du monde antérieur, c'est-à-dire la déconstruction finale du monde précédent.